Sbahir, bonjour tout le monde. Merci encore d'être là. On voit quelques nouvelles têtes, donc c'est chouette, on est très contents. Merci beaucoup Alicia d'être venue participer à la CF Academy, donc en collaboration toujours avec le Fonds africain pour la culture. Pour nous, c'était très important que tu sois là, parce que tu as un parcours d'abord très intéressant, et aussi parce que on avait envie d'avoir une intervention qui donne un point de vue de l'intérieur de l'institution muséale, et en particulier de ta part, parce que tu es plongé dans le continent africain. C'est très difficile de t'attraper parce que tu es toujours d'un côté ou d'un autre du continent. Et ta démarche, on en discutait un petit peu hier, c'est aussi partir de l'expérience vécue, du voyage, de la rencontre. Et ça, c'est très important. Donc, tu es en mouvement permanent et en train de baser ta recherche sur justement cette expérience et ce déplacement-là. Donc, c'est ta première fois à Tunis et on est ravis, vraiment ravis que tu sois là. Ta démarche, elle est intéressante aussi parce que tu cherches à entrevoir de nouvelles géographies, à créer des liens transnationaux dans la manière dont tu essaies de raconter l'histoire de l'art et qui est très liée à une histoire politique aussi. Et dans cette analyse des mouvements post-indépendance et aussi panafricains, que tu relis aussi à une histoire et à des relations avec l'Europe de l'Est. Donc tu vas nous parler de tout ça et puis aussi nous parler peut-être du musée comme institution, de la manière dont un musée fonctionne, du métier de conservatrice et de comment toi à la fois tu es donc être conservatrice c'est à la fois être curatrice mais aussi s'occuper des collections et des acquisitions surtout peut-être tu vas nous le dire et tu es en train de faire bouger plein de lignes et donc on a envie d'avoir ton point de vue et comme d'habitude ce sera donc une discussion ouverte donc on va laisser Alicia nous raconter plein de choses et puis après la parole vous sera donnée pour poser des questions, faire des remarques, etc. Et dans un second temps, après une pause, Alicia se retrouvera avec les participants du programme pour parler plus précisément de vos travaux et puis peut-être ce sera l'occasion de poser d'autres questions, ouvrir de discussions. Donc voilà, merci beaucoup et je te laisse la parole. Merci infiniment. Allô ? Si, c'est bon. Merci beaucoup Camille, merci à tout le monde de m'accueillir ici à Tunis. Je suis très très heureuse de découvrir la fondation et c'est vrai que on a des discussions depuis quelques mois maintenant et je dois dire que cette initiative du 32 bis qui est aussi qui s'inscrit pour moi dans peut-être une dynamique plus globale qui j'espère va s'amplifier, qui consiste vraiment en fait à repenser des dynamiques panafricaines sur le continent, de rebrancher aussi des géographies qui ont parfois été séparées. C'est d'ailleurs un peu un point préliminaire que je voulais mentionner dans ma présentation, c'est que je travaille donc sur l'art moderne et contemporain africain, donc dans sa dimension continentale et panafricaine, mais par exemple l'Afrique du Nord a été rattachée au musée plutôt au Moyen-Orient. Donc ça, c'est juste pour vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est qu'évidemment, c'est impossible pour moi de ne pas penser les choses avec l'Afrique du Nord dans mes recherches. Mais il y a aussi des dynamiques qui ont été mises en place, qui sont liées aussi à un certain moment de l'histoire, etc., où c'est vrai que l'Afrique du Nord était pensée dans d'autres réseaux, d'autres dynamiques. Et donc, voilà, pour moi, c'est un symbole et un signe très fort de voir que des fondations comme le 32 bis se pensent d'emblée dans ces dynamiques-là et permettent de rebrancher les dynamiques africaines ensemble. Donc effectivement, l'idée c'est vraiment que ce soit une discussion. J'aime beaucoup les conversations, comme l'a dit Camille. C'est vrai que c'est un peu la base de ma recherche, de mon travail, de ma méthode. Donc n'hésitez pas même à m'interrompre
Et c'est vrai que ce que je me suis dit, c'est que comme effectivement, vous n'avez pas forcément la connaissance de comment un musée fonctionne, etc., il y a des aspects métiers qu'on pourra évoquer plus précisément. Et puis si vous avez des questions là-dessus, on en parlera tout à l'heure. Mais j'avais pas mal envie d'insister sur la dimension de mon travail qui est peut-être moins connue, effectivement, quand on n'a pas affaire à des logiques muséales, qui est le travail sur la collection, sur l'histoire de l'art, sur la patrimonialisation, en fait, de l'histoire de l'art et comment j'essaye d'envisager la constitution d'une collection panafricaine au sein du Musée national d'art moderne, donc le Centre Pompidou à Paris, qui est donc qui est donc une ambition importante. Je vous demande de me pardonner aussi parce que j'ai peu d'occasion de présenter un petit peu mon grand dessin, parce que c'est un peu un projet que j'envisage presque comme un projet de vie, vraiment au long cours. Donc, je pourrais vous parler que de ce que je fais au Centre Pompidou, mais pour moi, ça représente peut-être 1% de ce que j'espère réaliser. Donc, c'est un peu l'occasion pour moi de mêler le réel et la fiction et de vous emporter un petit peu dans les différentes ambitions de mon projet. Donc, effectivement, moi, je suis conservatrice pour l'art contemporain au Centre Pompidou. Depuis 7 ans, donc ça fait exactement 7 ans, c'est le 1er juillet 2015. Et donc, être conservateur, être conservatrice, je tiens beaucoup à mon titre féminin. Et c'est évidemment à la fois donc, produire des expositions, comme vous le savez, mais en fait, c'est surtout plutôt autre chose, et ça consiste vraiment à faire de la recherche et puis surtout à faire des acquisitions. Puisque c'est vrai que moi, je considère que la chance que j'ai d'être dans un grand musée comme celui-là, c'est un musée qui a une collection qui raconte en fait l'histoire de tout le XXe siècle et maintenant du XXIe siècle. La collection démarre en 1905 jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, l'enjeu d'aborder une stratégie autour de l'art moderne et contemporain africain à Paris, dans une collection comme celle-là, c'est évidemment l'enjeu de bâtir une véritable histoire de l'art qui raconte aussi une histoire intergénérationnelle et qui raconte la manière dont les artistes travaillent. Les jeunes artistes, bien évidemment. Alors, c'est vrai que quand on travaille sur des géographies qui ont souvent été mises de côté, en fait, on se rend compte que les jeunes artistes jouent un rôle important parce qu'en fait, on prend les choses un petit peu à l'envers et en fait, c'est eux qui nous font entrer dans l'histoire et qui nous permettent souvent de relire et d'aller rechercher les artistes qui ont été avant eux. Mais en tout cas, pour moi, c'est un enjeu extrêmement important puisque on parle beaucoup des enjeux d'extraction. Évidemment, on est dans des contextes, en France, on est une ancienne puissance, un empire colonial, un ancien empire colonial. Donc c'est extrêmement important pour moi de penser les choses dans une dynamique qui ne reproduise pas des mécanismes d'extraction. Et d'une certaine manière, pour moi, venir aujourd'hui, disons peut-être juste se saisir peut-être d'un effet qu'on pourrait lire même comme un effet de mode, où aujourd'hui le marché de l'art aussi s'accélère un petit peu autour de l'Afrique. Ce serait pour moi, et ne venir en fait se saisir que des pratiques des jeunes artistes sans les inscrire dans leur histoire, serait pour moi une manière de continuer à perpétuer en fait une extraction. Et c'est donc dans cet esprit que je travaille. Donc effectivement, pour commencer, donc je vais avoir une approche qui est un petit peu peut-être plus historique et plus inattendue, mais pour moi, elle est vraiment importante puisque c'est le cœur de mon horizon intellectuel et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, la stratégie que j'essaie donc de bâtir depuis la recherche jusqu'à la constitution donc patiente de cette collection panafricaine de projets d'exposition qui ont eu lieu, qui n'ont pas eu lieu, et toujours dans cet esprit très très fort de recherche que Camille a mentionné. Mon idée, c'est vraiment la production d'une histoire de l'art moderne et contemporain africain qui est envisagée comme une histoire artistique intrinsèquement nouée aux politiques et qui est nourrie par les transactions continues entre le continent et les diasporas
et qui est donc une histoire qui est par définition mouvante et hybride. Donc du côté des acquisitions de la collection et des expositions, donc, je vais surtout insister sur l'aspect collection. Ma vision, c'est vraiment de proposer au musée une lecture qui est à la fois postcoloniale et transnationale. Donc mon point de départ chronologique, c'est donc de partir des stratégies d'émancipation qui ont été mises en œuvre par les mouvements post-indépendance à la fin des années 50. Ce lien, évidemment, entre l'idée d'une modernité qui est intrinsèquement liée à l'affirmation d'un projet politique, c'est évidemment une stratégie qui avait été portée par Okuyenvezor, et je me situe bien évidemment dans les pas d'énormément d'intellectuels, de commissaires, d'historiens qui ont commencé un travail il y a bien longtemps et souvent au prix aussi de leur vie, et je les remercie. Donc c'est évidemment, je me situe dans cette continuité là. On peut aussi parler du travail de Salah Hassan, qui a travaillé si étroitement avec Okuyenvezor et qui est maintenant à Sharjah, mais aussi aux États-Unis. Donc l'enjeu pour moi, c'est de regarder ces dynamiques d'émancipation, ces dynamiques aussi d'autonomisation politique par le biais de l'art, à l'échelle du Global South, c'est-à-dire à travers le prisme à la fois du projet panafricain, mais aussi, comme le disait Camille, des mouvements de solidarité, de l'histoire des mouvements non alignés, et plus particulièrement, effectivement, ce lien avec l'Europe centrale et de l'Est, qui est aussi un aspect important de ma recherche. Mais c'est aussi cette histoire transnationale que j'essaye de travailler à partir du prisme, donc, des modernités post-indépendance. C'est surtout le prisme de Paris. C'est aussi pour moi une manière d'affirmer Paris et la France comme le laboratoire et le véhicule de ces métissages-là. Donc c'est penser en fait une double dynamique. C'est imaginer en fait que cette histoire moderne, d'art moderne et contemporain africain, en fait, elle nous conduit à la fois à penser une approche postcoloniale qui consiste à regarder des dynamiques et comment l'Afrique s'est pensée dans son émancipation en dehors aussi de logique occidentale, donc avec des liens de solidarité non alignés, et d'un autre côté, comprendre comment Paris et la France a aussi été le véhicule, finalement, d'une histoire panafricaine, au-delà juste, en fait, de l'histoire du vis-à-vis colonial. Donc pour moi, idéalement, dans la production en fait de cette collection panafricaine, l'idée serait de pouvoir y déployer une histoire complexe où les artistes pourraient à la fois affirmer leur contexte local et leur ancrage local, mais aussi déployer ce potentiel transnational qui est au cœur de leur pratique, affirmant Paris comme point d'ancrage et de passage, mais aussi reconnaissant des dynamiques autonomes, continentales, non alignées, atlantiques. C'est évidemment un exercice extrêmement difficile de trouver des œuvres qui aient cette capacité de pivot, qui est dans des contextes où même trouver des œuvres historiques est encore une gageure. Et ça, je tiens à insister là-dessus parce que c'est encore difficile sur le continent de trouver des œuvres historiques qui ont été préservées. Donc peut-être pour partir un petit peu concrètement de ce qui était, de l'historique par rapport à là où j'ai démarré, au Centre Pompidou, et quand j'ai démarré. Donc en 2015, quand je suis arrivée, le Centre Pompidou s'était donc fait connaître par deux grandes manifestations que vous connaissez tous, Magicien de la Terre en 1989 et Africa Remix. Vous allez voir Simon Djamil dans quelques jours, qui avait eu lieu en 2004. Mais ce qui m'avait énormément frappé, au-delà de peut-être de réfléchir à ce que ces manifestations avaient pu soulever comme problème, c'était aussi de me rendre compte que finalement dans la collection, il y avait très très peu de choses
Et que donc ces expositions qu'on n'arrêtait pas de ramener comme un peu un ciment ou quelque chose sur lequel on avait été pionnier, etc. Concrètement, moi, dans les collections, ce que je constatais, c'est qu'il y avait eu très, très peu d'efforts, en fait, pour accompagner en tout cas, le début de cette réflexion, un début, quand même assez timide, en tout cas, d'une réflexion patrimoniale et historique autour de ces artistes et de l'écriture de ces modernités. Donc, il y avait eu des acquisitions relativement anecdotiques autour de Magiciens de la Terre et d'Africa Remix. Alors, on a quand même, autour de Magiciens de la Terre, on a un très bel ensemble de Frédéric Brully-Bouabré qui est aujourd'hui exposé au MoMA dans la monographie de Frédéric Brully-Bouabré, dont le commissaire est donc Smooth Nwezi, mon cher collègue du MoMA. On a quand même quelques œuvres importantes de Chéri Samba, donc il y a eu quelques acquisitions importantes, mais relativement modestes quand on voit par rapport à l'ampleur de la manifestation. Autour d'Africa Remix, on a évidemment Ella Natsui, Pascal Martin Taillou. On a quand même des artistes incontournables de la diaspora, des diasporas africaines en France, comme Barthélemy Togo. Bon, c'est des artistes évidemment très très importants en France en général. Donc, et on avait eu une petite donation, en fait, un petit ensemble d'œuvres sud-africaines qui avait été donné par une fondation en Afrique du Sud dans les années 2010. Donc ça, c'est un peu le bilan de ce que de ce que je vois dans les collections quand j'arrive. Et donc évidemment, je vois l'importance de la tâche qui est devant mes yeux. Et pour ça, donc, je parviens assez vite à mobiliser la Société des Amis du Centre Pompidou, parce que je vous parle beaucoup de contenu parce qu'évidemment c'est ce qui me porte, mais concrètement, ce qu'il faut aussi voir dans un musée, c'est que très souvent et de plus en plus, même dans les musées publics, il faut évidemment se préoccuper de comment on parvient à réaliser les choses, et donc l'enjeu du mécénat, notamment en termes d'acquisition, est extrêmement important. Et donc, dès mon arrivée, j'ai pu heureusement donc mobiliser certains groupes des amis du Centre Pompidou, de la Société des Amis, pour pouvoir commencer ce travail patrimonial et essayer d'accélérer et de déployer un véritable récit historique dans la collection. Donc, j'ai d'abord travaillé avec le groupe des jeunes amis du Centre Pompidou, et puis en 2018, j'ai pu créer un groupe dédié aux acquisitions africaines. Ce qui m'a permis, donc, en 7 ans, de doubler la collection. Donc, évidemment, elle était tellement modeste que, comme vous voyez, on en est toujours à peu près à une 50aine d'artistes. Donc, ça n'est malheureusement pas encore fantastique, mais je dois dire que je suis quand même assez contente de voir le travail qu'on a pu faire en 7 ans. Et donc, à travers le Cercle Afrique, à travers ces différents cercles, j'ai pu donc commencer ce travail d'ancrage historique dans la collection. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. Comme je vous le disais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le rêve et puis il y a la réalité. Donc, je veux rester dans cette balance entre les réalisations et les aspirations, parce que c'est vraiment la logique dans laquelle je travaille. Mais donc, pour vous situer un petit peu donc les aspirations, c'est-à-dire la collection idéale que j'essaye de bâtir, l'enjeu, c'est vraiment, en fait, donc, de construire une histoire de l'art panafricaine qui retrace les mouvements qui ont eu lieu au moment des indépendances dans toute leur pluralité, dans toute leur diversité. Alors ça, c'est vrai que donc Okoye Weather avait commencé ce travail à travers l'exposition de The Short Century qui avait eu lieu en 2002 au MoMA PS1 et puis qui avait voyagé. Il avait pris à ce moment-là un prisme qui était quand même un prisme particulier, qui était donc les artistes qui étaient engagés dans la lutte pour l'indépendance. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la relecture, en fait, de l'histoire panafricaine, c'est de voir aussi toute la diversité des mouvements et les nuances qui existent aussi, et la complexité de cette histoire qui se crée au moment des indépendances. La réalité, c'est qu'on est dans une hybridité entre le monde colonial et le monde postcolonial, qu'il y a des écoles qui sont évidemment des écoles qui se pensent totalement émancipées du monde colonial, mais il y a aussi des écoles qui se pensent encore en relation avec l'Occident et avec l'Europe. Et donc, c'est toute cette complexité-là
qu'aujourd'hui, il me semble important de pouvoir ramener, surtout dans un contexte français ou le contexte de Paris. Donc alors là, je n'arrive plus. Donc je vous ai fait un petit peu juste pour vous donner une perspective des idéaux, un peu une sorte de best-of des décennies sur lesquelles je travaille plus particulièrement. Donc pour vous montrer, donc, par exemple, dans les années 60-70, il y a un certain nombre de mouvements qui se mettent en place. Il y a des mouvements qui se mettent en place, donc qui sont liés encore à la présence coloniale. Donc je vous montre ici par exemple une image de travail de Suzanne Wenger qui a lancé au Nigeria l'école d'Oshogbo dans les années 50, qui est une école, donc elle était autrichienne et elle se retrouve donc au Nigeria et elle produit à Oshogbo une véritable école qui tente de permettre aux artistes de produire une iconographie locale qui part évidemment de dynamique et d'une iconographie indigène, mais c'est évidemment c'est elle-même qui impulse ce mouvement, et donc on est effectivement dans un dialogue encore entre l'Europe et l'Afrique, et c'est une école qui pose un certain nombre de questions. Mais cette école-là s'inscrit dans une dynamique qu'on pourrait aujourd'hui associer plus précisément avec, par exemple, des expériences similaires qui sont réalisées au Congo dans le cadre de l'école de Poto-Poto, qui a aussi été encadrée par Pierre Lotz, qui était donc un artiste français qu'on considère comme un des fondateurs donc, de ces premiers mouvements au Congo, mais il s'agit encore d'un artiste français. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir mettre en écho en fait ces expériences qui sont dans des cadres similaires, mais qu'aujourd'hui, on relie un petit peu on ne relie que dans un contexte national. C'est-à-dire que c'est, en fait, pour moi, l'enjeu véritablement de l'écriture de cette histoire de l'art d'un point de vue panafricain, c'est vraiment de se rendre compte qu'il n'y a pas seulement, disons, les expériences nationalistes au sortir des indépendances. Il n'y a pas on ne passe pas du monde colonial à un monde qui n'a qu'à offrir des écoles nationales. Et donc, dans cette perspective, il me semble très, très important de pouvoir articuler ces différentes expériences et montrer que, au-delà du panafricanisme comme mouvement et des expériences politiques qui ont concrètement eu lieu ou pas lieu, il y a des dynamiques, il y a des échos à tisser entre des expériences qui ont lieu à différents endroits du continent. Et c'est cette cartographie-là est véritablement qu'il faut réalisé de manière très précise. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre de quoi on parle. Oshogbo, donc une artiste autrichienne qui vient au Nigeria, l'école de Poto-Poto, un artiste français qui lance un des premiers mouvements modernes congolais. C'est une expérience différente de l'école de Dakar, la dernière image que vous voyez ici, qui a été portée, elle, par Léopold Sédar Senghor, qui est donc le mouvement officiel porté par, évidemment, le Senghor, qui a donc lancé cette politique culturelle qu'on connaît, extrêmement importante à Dakar dans les années 60, avec la création d'une école, d'une manufacture de tapisserie, avec la création d'un festival panafricain en 66 et la création d'un musée, le musée dynamique en 66 aussi, et ce jusque dans les années 80, qui est donc une dynamique extrêmement importante au nom de l'émancipation. Évidemment, la sénégalaise. En face de ça, donc de manière contemporaine dans les années 60, vous avez, donc je vous ai montré ces écoles, l'école congolaise, l'école nigériane et l'école de Dakar, mais vous avez aussi tout un réseau d'écoles nationales, mais qui sont tout de suite reprises par les artistes de manière extrêmement critique. Le premier mouvement, en fait, à naître sur le continent, c'est le mouvement des Zaria Rebels au Nigeria, qui est donc émerge autour de l'université de Zaria, qui est une université qui se trouve au nord du Nigeria, et qui, dès la fin des années 50, donc à la veille de l'indépendance du Nigeria, un certain nombre d'artistes se mettent ensemble et décident d'emblée de produire une iconographie qui affirme une approche synthétique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de produire une iconographie africaine ou nigériane, mais véritablement de garder un certain nombre d'éléments du cursus occidentalisé que les artistes ont reçu, mais d'hybrider
cette iconographie avec évidemment des problématiques locales et notamment l'utilisation de la ligne dans la société Igbo, avec cette tradition de l'ouli, dont vous voyez un exemple ici à droite à travers l'œuvre pionnière d'Uche Okeke. Mais ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde l'expérience des Area Rebels, on peut la mettre en écho avec ce qui se passe en même temps à l'école, enfin un tout petit peu plus tard à Casablanca au Maroc ou à Khartoum au Soudan. Et ces trois écoles-là, et c'est là où on voit là aussi qu'il y a des enjeux énormes de la manière dont on nomme ces choses. Parce qu'on voit l'école de Dakar avant, qui est donc l'école officielle de Sangor. On voit l'école de Casablanca, qui est en fait une expérience critique du curriculum officiel marocain. Et l'école de Khartoum, qui est aussi une initiative portée par des artistes. Et tout ça, si on le regarde de l'extérieur, on se dit, mais tout ça, c'est des expériences officielles qui ont été produites par des nations au moment de leur indépendance. Donc c'est là où on voit aussi qu'il y a un énorme travail de réécriture. Il faut qu'on travaille sur ces termes parce qu'il faut qu'on puisse véritablement ajuster et penser cette histoire de manière précise. Même le terme d'école en soi est un terme qu'il va falloir repenser. Donc c'est pour vous dire que c'est pour vous brosser évidemment de manière très rapide malheureusement tous ces enjeux et toutes les tâches qu'il reste à faire pour avancer, mais c'est pour vous donner le sentiment de l'importance et de l'ampleur du travail qui est à faire pour véritablement penser cette histoire et tous ces mouvements qui ont existé, qu'il s'agit véritablement aujourd'hui d'organiser de manière précise et d'associer les uns avec les autres, mais dans une véritable pensée critique. Dans les années 70, on a par exemple à la fois donc, en Côte d'Ivoire l'école négro-caraïbe qui est lancée par des artistes martiniquais qui se retrouvent à l'école des beaux-arts d'Abidjan dans le cadre de la coopération coloniale et qui produisent une identité artistique qui est liée en fait à Édouard Glissant, qui est en fait une identité triangulaire. Les artistes affirment en fait cette école négro-caraïbe qui circule entre les Caraïbes et l'Afrique, qui est une identité par définition hybride, et eux impulsent un mouvement auprès des jeunes artistes ivoiriens qui s'appelle le mouvement Vohou et qui va devenir au début des années 80 le mouvement fondateur en Côte d'Ivoire. En écho, on a au Nigeria l'école de Nsukka, dont Ella Natsui évidemment sort. Ella Natsui qui est lui-même un Ghanéen, qui est venu au Nigeria pour étudier. Donc là aussi, ce sont, à mon avis, aujourd'hui, vous voyez toutes ces images que je vous montre, c'est des œuvres qui n'ont jamais été montrées ensemble. C'est des mouvements qui n'ont jamais été articulés ensemble, ni véritablement dans une exposition, ni encore moins dans une collection, juste pour bien insister sur l'importance en fait de ce sujet. Donc dans les années 80-90, on passe un petit peu à la deuxième génération des artistes. Si on simplifie, hein, évidemment, on n'est pas dans la finesse la plus absolue, mais comme c'est une introduction en fait à cette histoire, je voulais vous donner un petit peu des grandes idées, des grandes figures. Donc dans les années 80-90, on a évidemment la première génération d'artistes qui a souvent été au service d'une vision politique un petit peu télécommandée, l'idée d'affirmer la modernité de jeunes nations. Dans les années 80-90, on a un groupe d'artistes en fait qui essayent de s'approprier ces démarches officielles. Et donc, on a un certain nombre de groupements d'artistes dissidents qui émergent dans ces secondes générations des fameuses écoles. Donc, que ça soit le mouvement Agitar, qui est un petit peu la seconde génération de l'école de Dakar, qui est un mouvement qui réagit à l'école de Dakar au Sénégal, avec dans les années 70-80 la pratique par exemple d'El-Hadjissi, qui est aujourd'hui encore vivant et qui est l'artiste le plus important au Sénégal aujourd'hui, ou par exemple le groupe des cristallistes au Soudan qui réagit à l'école de Khartoum avec la pratique sublime de Kamala Ibrahim Ishaq, une des rares femmes qui travaille au Soudan et qui est aussi un mouvement plus directement critique. Dans les années 90, on a aussi, au-delà des collectifs, parce que évidemment, quand il s'agit d'œuvrer pour une lutte politique
les artistes se regroupent. On voit l'importance des groupes et des collectifs quand il y a des enjeux d'émancipation politique. Dans les années 90, ce qu'on voit aussi, c'est que des artistes commencent à émerger aussi dans leur singularité au sein de cette réflexion sur l'émancipation, avec des figures qui sont en même temps des singularités, mais qui vont véritablement devenir des écoles en soi. Et ça, c'est un aspect aussi extrêmement important de la recherche, de cette recherche historique, c'est de comprendre qu'au-delà, en fait, de l'histoire officielle, sur le continent où il n'y a pas toujours des écoles dans tous les pays, il n'y a pas toujours des curriculums officiels qu'il faut contester ou non, il y a aussi un certain nombre de contextes où il n'y a pas d'école d'art. Et donc les artistes deviennent eux-mêmes véritablement des écoles informelles et viennent former un certain nombre d'artistes autour d'eux. C'est le cas par exemple de Soké Edor qui est au Togo, dans un contexte où il n'y a toujours pas d'école, ni de musée, ni d'institution, qui lance dans les années 90 qu'il appelle l'école de la rue. Que ce soit Paulo Capella qui en Angola, à Luanda, dans ces mêmes années, devient une figure extrêmement importante de la scène angolaise et accueille dans son atelier toute une génération d'artistes angolais que vous voyez aujourd'hui à la Biennale de Venise, qui ont remporté le Lion d'Or il y a quelques années, etc. Paulo Capella est mort pendant le Covid, d'ailleurs du Covid malheureusement. Ou Godilei, qui a été évidemment un artiste extrêmement important au Cameroun, un des pionniers de l'art vidéo et de la performance au début des années 2000 au Cameroun, et qui a été aussi l'instigateur d'un espace artistique où il a formé un grand nombre d'artistes à la performance et à la vidéo et voilà, dont la trace est encore concrètement donc de cette histoire idéale qu'il faudra donc continuer de développer et d'acquérir. Donc pour vous donner quelques exemples, donc ça c'est des acquisitions que j'ai pu réaliser donc de ce mouvement de l'école des Area Rebels du Nigeria, donc le premier mouvement qui a lieu à la fin des années 50 au Nigeria, avec ce diptyque de 1967, qui est un diptyque de dessin qui est absolument splendide. Ernest Mankoba, donc, qui est un artiste sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais je vous en parlerai plutôt dans les projets d'exposition, dans cette perspective de ces grandes figures aussi transnationales qui étaient présentes à Paris et qui ont contribué véritablement à produire un véritable dialogue entre l'art moderne, contemporain et africain sur le continent et dans les diasporas, puisque c'est un artiste sud-africain qui a vécu tout le XXe siècle et qui est arrivé en France à la fin des années 30, où il est mort en 2002. Donc il a passé la plupart de sa vie en France et il n'avait jamais été montré en France. Donc c'est l'exposition que j'ai réalisée en 2019 et dont on parlera plus tard. Dans cette première génération, j'ai pu tout récemment faire entrer un ensemble d'œuvres qui sont liées à la lutte anticoloniale au Mozambique, avec une figure extrêmement importante qui est l'artiste Bertina Lopez, qui est une artiste, une des rares pionnières, une des rares femmes qui est née dans les années 20 et qui a commencé à enseigner dans les années 50 et d'ailleurs enseigné à des artistes éminents comme Malangatana, que vous voyez ici, qui a eu récemment une grande monographie à l'Art Institute de Chicago et qui a une véritable visibilité aujourd'hui, ou encore Ernesto Chicani. Évidemment, le cas du Mozambique est particulier puisque l'indépendance en fait n'a lieu que beaucoup plus tard, donc dans les années 60-70. Les artistes sont véritablement engagés dans une lutte tenace pour l'indépendance de leur pays. Et vous voyez donc dans cette œuvre que je suis tellement heureuse d'avoir pu faire acquérir, un hommage de Bertina à la place des grands-mères dans la société mozambicaine, dans ses forces de transmission, mais aussi à la place des femmes dans la lutte pour l'émancipation, et qui est un hommage d'ailleurs aussi à un poète mozambicain qui a écrit un texte sur la place des grands-mères, José Craivenera. Dans la seconde génération, donc notre cher et merveilleux Abdoulaye, que vous avez la chance de fréquenter, j'espère que vous le voyez tous les jours parce que c'est un monument vivant, avec une œuvre extrêmement importante. Alors je vous ai montré, ça c'est un petit peu mes petites fiertés, un ensemble d'acquisitions
que j'ai réussi à faire de la Biennale de Johannesburg, dont Aukwui Enwezor avait été le commissaire en 1997, et qui a été une des premières manifestations post-colonial, si on veut, qui atteste de ce tournant post-colonial des années 90, et puis au sortir évidemment de l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, c'est une manifestation qui a suscité beaucoup de vagues, mais qui pour moi est extrêmement importante. Et donc j'ai réussi à acheter 3 œuvres je vais continuer, on verra, peut-être qu'un jour on pourra reconstituer toute la biennale de Johannesburg dans les collections, avec cette œuvre donc d'Abdoulaye, qui est donc une des rares installations plus conceptuelles de son travail qui existe encore, qui s'appelle La Menace. Alors bon, la photo est malheureusement mauvaise, mais il s'agit en fait d'un plateau d'œufs qui est suspendu face à une sorte de tapis d'œufs. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, c'est une œuvre qui est à la fois conceptuellement extrêmement importante, puisque ça parle aussi de ce moment. Les années 90, c'est le moment aussi où les rêves des indépendants sont en train de s'effriter, où on est face à des sociétés en Afrique qui sont extrêmement fragilisées, avec des systèmes qui sont absolument pas démocratique. Donc Abdoulaye parle ici de la situation du Mali au début des années 90, où le religieux est en train de diviser largement la société malienne. Et donc la menace, c'est vraiment la menace aussi de d'un autoritarisme politique qui est en train de peser et de diviser le pays en jouant justement sur les divisions religieuses. C'est un thème qui revient systématiquement d'ailleurs dans le travail d'Abdoulaye, et qui traite à travers l'histoire d'ailleurs du monde entier depuis 30 ans. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que pour moi c'est un petit peu aussi le début, la matrice de son basculement vers le textile, puisqu'on voit même l'œuf qui est traité, enfin le tapis d'œuf qui est traité comme un tapis, et puis l'utilisation des textiles qui évidemment va devenir véritablement le langage d'Abdoulaye. L'œuvre ici de Viediba, bon, alors vous le voyez, c'est une photo que j'aime bien parce que vous le voyez, c'est une œuvre qui était dans son salon depuis 30 ans et que j'ai mis 4 ans à faire acquérir, mais je suis extrêmement contente, et qui était donc cette grande... Ces panneaux, alors vous voyez mal sur la photo, mais c'est en fait des peintures qui sont engrossées, donc qui ont des aspects, qui ont un aspect extrêmement sculptural, et qui sont toutes reliées entre elles, qui sont aussi une méditation sur la division de la société sud-africaine au sortir de l'apartheid, mais qui vient aussi interroger le contexte de Dakar dans les années 90, puisque Viediba travaille beaucoup avec les rebuts en fait de la ville de Dakar, notamment les rebuts textiles, et qu'il reconfigure ici, avec évidemment aussi des connotations qui sont liées à un fonctionnement rituel aussi de l'œuvre. Et ici, Sue Williamson, donc là, c'est une artiste sud-africaine qui a produit un dispositif qui commentait véritablement la politique de réconciliation qui était en train de se mettre en place en Afrique du Sud, avec la commission Vérité et Réconciliation, qui a été donc une commission qui a été mise en place en Afrique du Sud pour tenter de réparer un petit peu les traumatismes de l'apartheid. Et donc vous voyez ici, en fait, c'est une œuvre où elle a mis en face des bourreaux et des victimes, et puis des extraits de journaux. Et en fait, l'œuvre, normalement, elle est interactive, et le visiteur est censé pouvoir faire basculer la vérité d'un côté ou de l'autre. C'est une manière aussi, c'est là où les artistes jouent un rôle véritablement politique, et que c'est vraiment d'autant plus important de retracer et de réinscrire cette histoire de l'art dans le politique, parce qu'elle est politique. Les artistes proposent en fait des systèmes des justices subjectives, des justices qui sont à l'échelle de l'humain, qui sont à l'échelle de l'individu, dans des systèmes qui ont été évidemment extrêmement écrasants, et qui n'ont souvent pas donné la parole à la singularité, à l'individualité des gens. Donc dans cette seconde génération, donc aussi des acquisitions récentes que j'ai pu faire, avec toujours dans cette idée aussi de toujours ne jamais penser le continent de manière dissociée de la problématique des diasporas, puisque l'histoire elle circule parce que l'histoire coloniale a fait qu'on est reliés.
et que c'est quelque chose il est impossible, même si on peut penser des dynamiques locales et contextualisées, ce sont des histoires qui circulent. Et donc la question des diasporas, pour moi, est indissociable de ce qui se passe sur le continent. Donc vous avez d'une part, par exemple, quelqu'un comme Hassan Moussa, qui est un artiste soudanais, qui a fui le Soudan à la fin des années 80, qui est arrivé en France, qui a continué ses études en France, qui vit à Montpellier depuis 30 ans. Et qui a énormément contesté d'ailleurs la notion d'art contemporain africain et qui travaille sur le regard colonial et la manière dont, avec notamment la Joséphine qui revient très souvent dans ses peintures, Joséphine Baker et l'imaginaire colonial. Alors c'est une œuvre très intéressante parce que en fait vous voyez pas, l'image est trop mauvaise, mais en dessous des papillons il y a tous les papes et les papesses de l'art contemporain africain, dont Simon d'ailleurs. Et au couille, etc. Et donc il nous met face aussi à toute cette écriture-là. Et le fait aussi qu'au fond, l'art contemporain africain est aussi une marque, puisque le texte que vous voyez, c'est la sponsorisation de Total dans le cadre de la manifestation au Centre Pompidou d'Africa Remix. Donc ça, c'est aussi des petites fiertés que j'ai de faire entrer un tout petit peu d'autocritique dans l'institution. Et puis de l'autre côté, donc 2 artistes de la diaspora nigériane qui vivent à Londres depuis très très longtemps. Yinka, qu'on ne présente plus, avec une de ses rares installations historiques des années 90, une des premières fois où il utilise à la fois le tissu wax et le mannequin dans ses installations, avec toujours évidemment ce sens très très ironique dans son travail, à la fois parler du contexte colonial, évidemment de l'ère victorienne qui est un petit peu sa référence historique qui revient toujours, avec les corsets qui font référence aussi à l'aristocratie victorienne, à l'excès des modes de vie aristocratiques, mais en même temps ces corsets sont africanisés parce qu'évidemment l'Afrique est utilisée comme un objet de consommation, mais aussi parce qu'il y a forcément des phénomènes d'hybridation dans ces relations-là. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une installation qui a l'air comme ça très, très, très inoffensive, mais en fait qui est extrêmement offensive. On voit déjà pointer le goût de Yinka aussi pour les corps sans tête, il fait très souvent référence à la Révolution française, aux personnages qui ont été guillotinés, et à cette question de la justice sociale. Et puis évidemment le corps-objet, l'Afrique qui est utilisée comme un objet de consommation. Et en face, donc ça j'étais aussi très très contente. Alors on a acquis très très tard Yinka parce qu'il n'était pas dans les collections françaises du tout. Donc c'est très tard pour l'acquérir. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'on l'a acquis en même temps qu'une artiste femme nigériane qui est de la même génération que lui, qui n'a absolument pas la même reconnaissance et qui, pour moi, ce sont véritablement des artistes qui œuvrent avec une force incroyable et très très importante et qui ont fait partie de toutes les grandes manifestations fondatrices de l'histoire de l'art contemporain africain dans cette perspective d'affirmation politique, avec là aussi une œuvre des années 90 où on voit... donc c'est quelqu'un qui travaille le fer, et c'est intéressant parce que c'est... En faisant ça, en s'affirmant comme artiste femme qui travaille le fer et le métal, à la fois elle commente l'histoire de son ancrage puisqu'elle vient du Delta State au Nigeria, qui est une c'est pas le Delta State, c'est un autre État, pardon, je précise, mais qui est une région qui est marquée par l'exploitation du pétrole et donc un désastre écologique absolu. Donc c'est une référence aussi à tous ces barils de pétrole. Donc c'est son matériau qui vient commenter son histoire. En même temps, en tant que femme, elle n'a pas le droit, normalement, c'est réservé aux hommes forgerons de traiter le métal. Donc elle transgresse quand même aussi sa propre société. Et d'un autre côté, c'est aussi un pied de nez parce que ce soit pour des raisons rituelles ou non, en Europe, les femmes utilisent très rarement le métal puisque c'est un matériau qui est normalement réservé aux hommes. Et donc là, vous voyez
des robes qui sont avec des motifs de palmiers, voilà, qui viennent un petit peu exploiter cet imaginaire aussi exotique, mais on ne sait pas trop si on est sur un marché à Londres. Elles viennent dans le quartier de South London, où on ne sait pas trop si on est à Londres, au Nigeria, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, ce qu'on achète, on ne sait pas trop si c'est un produit de l'imaginaire colonial ou si c'est une... Voilà, on est là aussi dans la production d'une hybridité. Cette hybridation revient très très souvent chez les artistes de la diaspora qui travaillent toujours sur des imaginaires évidemment largement métissés. Donc pour d'autres acquisitions, voilà, qui me permettent d'avancer aussi dans cette écriture de l'histoire de l'art, hein, de manière fragmentaire, comme vous le voyez, puisqu'on est qu'au début, avec voilà, là aussi sur la seconde génération de l'école de Dakar, on commence à avoir un ensemble d'œuvres assez importants qui permettent de montrer, donc je vous ai montré Viediba tout à l'heure, l'importance de la reconfiguration en fait des problématiques urbaines dans l'iconographie des artistes. Donc vous voyez ici le travail de Cher Ndiaye, dont on a un ensemble important qui lui travaille sur la série des cinémas depuis quelques années. Donc il peint en fait les cinémas qui subsistent encore en Côte d'Ivoire notamment et au Sénégal, qui ont été construits au moment des indépendances et qui sont devenus autre chose. Donc en fait, il ne nous parle pas tellement de cinéma ni d'architecture. Ce dont il nous parle, c'est la manière dont justement cette mise en scène des jeunes États indépendants à travers l'idée de modernité, le cinéma, etc., en fait, se sont été réappropriés par la ville, par les habitants, par des dynamiques informelles et sont en train d'être refonctionnalisés, défonctionnalisés, mais refonctionnalisés en autre chose. Et nous parle aussi de ces dynamiques de la ville et de la complexité en fait de ces transactions historiques entre le moment de l'indépendance, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de construire des cinémas pour affirmer son indépendance, sachant que c'est un objet colonial. Enfin voilà, donc pour moi, c'est des images qui sont extrêmement intéressantes. Et puis d'avoir aussi traité l'archive à travers la peinture, qui est évidemment une réflexion pour moi très forte, parce qu'elle nous permet d'inscrire en fait le temps et une véritable temporalité au sein de cette réflexion et du rapport en fait au cinéma lui-même, à l'architecture, aux documents. Voilà, donc bon, c'est pour vous donner, vous avez vu Ibrahim, bon, qui est évidemment qu'on ne présente plus non plus, donc avec une peinture, parce que comme vous le savez, il se considère comme peintre. Son médium, c'est très souvent la toile de jute, mais pas seulement. Aujourd'hui, les objets ou les fragments de ces architectures qu'il est en train de racheter et de transformer et de pimper, voilà, d'un bâtiment à l'autre, sont devenus aussi ces nouveaux outils, ces nouvelles manières de traiter la toile, sa toile de peintre. Donc ici, on a une grande toile de jute, hein, qui traite en peintre avec un travail magnifique. Là aussi, la photo ne rend pas justice. Un travail magnifique d'utilisation du charbon, de travail sur les noirs. Là, il y a énormément aussi d'éléments qui ont été brodés. Donc, on a véritablement un très grand raffinement plastique aussi dans son travail, au-delà évidemment des enjeux très forts chez lui, qui sont évidemment de parler de questions de transaction, puisque la toile de jute, c'est utilisé pour transporter des noix de coco, pour parler aussi de transactions commerciales, mais qui deviennent aussi des systèmes de communication, puisqu'ils sont utilisés localement pour passer des messages, donc ça devient presque des outils de communication. Ici, la série de François-Xavier Gebré, un artiste franco-ivoirien qui a photographié la piscine olympique de Bamako, qui avait été construit par l'URSS à la fin des années 60 pour les premiers Jeux olympiques africains qui n'ont jamais eu lieu et qui a été rénové il y a quelques années par les Chinois. Donc là aussi, toute cette complexité. Et puis, l'abstraction sonore de Emeka Ogbo avec ces tableaux qui diffusent les sons, ce travail sonore qu'il fait autour de la ville de Lagos.
à nouveau notre Abdoulaye qui nous a fait le don d'une œuvre très importante qu'il a réalisée à la suite des attentats de 2013 à Paris, qui est un hommage à l'écrivain, comme il l'appelle. Et en face, l'artiste comme écrivain, le Georges Adéagbo, avec une installation très importante dont vous voyez qu'un fragment, qui s'appelle Les artistes et l'écriture, donc qui est un artiste béninois qui vit entre le Bénin et l'Allemagne depuis quelques années, qui a été un des premiers artistes africains à être présent dans la Biennale de Venise dans les années 90, et qui travaille là aussi sur la question de la traduction culturelle. D'ailleurs, ces installations présentent toujours plusieurs langues. Voilà, donc d'autres acquisitions. C'est vrai que j'essaye j'ai une attention particulière évidemment aux artistes femmes, et donc je suis assez contente parce qu'on a réussi à acquérir des installations vraiment, je dirais très emblématiques de certaines artistes. Myriam Mindou, qui est une artiste franco-gabonaise, donc là aussi une artiste de la diaspora africaine en France. Billy Zangewa, qui vit en Afrique du Sud, Sonia Boyce, qui est une artiste caraïbéenne qui vit à Londres, et Marcia Kouré, qui est une artiste nigérienne qui vit aux États-Unis, avec des œuvres qui sont toutes frontalement féministes. Donc Sonia Boyce qui vient de gagner le Lion d'Or à la Biennale de Venise, avec une installation qui rend hommage aux femmes dans la musique noire. Dans les musiques noires, et Marcia Kouré aussi, qui est un hommage à 3 typologies de femmes noires, mais on n'a pas le temps d'en parler. Donc voilà, d'autres noms. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu une vision de ce travail, parce que c'est vrai que ce qui est un petit peu, comme vous le voyez, il y a vraiment toute une pensée derrière ces acquisitions. Et aujourd'hui, le danger, quand on visite le Centre Pompidou, par exemple, et qu'on voit certaines de ces œuvres qui sont disséminées dans l'accrochage des collections, c'est qu'on n'a pas forcément tout ce contexte dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire la compréhension qu'il ne s'agit pas juste de faire entrer 20 artistes noirs, 50 artistes africains ou je ne sais pas quoi, qu'il s'agit véritablement en fait de rendre compte d'une histoire de l'art extrêmement complexe, qui est une histoire transactionnelle, qui est une histoire qui n'est pas figée dans des géographies, et qui s'écrit depuis plus de 60 ans. Et qu'aujourd'hui, aucun musée international n'est véritablement capable de représenter et de déployer. Donc c'était important pour moi de vous donner un petit peu ce contexte en background, pour vous dire que voilà, quand moi je fais une acquisition, voilà, de Marcia Kouré et de Sonia Boyce, c'est toute cette construction historiographique que j'ai en tête, et ça s'inscrit dans un fragment d'un tout. Voilà. Donc pour accompagner ça, évidemment, donc je vous ai parlé il y a un certain nombre d'expositions que j'ai pu réaliser ou ne pas réaliser. Donc celle que j'ai pu réaliser, qui est aujourd'hui la plus importante pour moi, qui était donc l'exposition dédiée à Ernest Mankoba, donc cet artiste sud-africain qui a un destin extraordinaire, qui a quitté l'Afrique du Sud dans les années 30 après avoir été formé par des missionnaires, mais en tant que, évidemment, homme noir au milieu de l'apartheid, il a fallu qu'il vienne à Paris pour pouvoir continuer à travailler. Il est arrivé à Paris, il a été envoyé dans des camps en tant que citoyen britannique pendant la guerre. Il a réussi à épouser une artiste danoise pendant la guerre. Ils ont fait partie du mouvement Cobra, qui était un mouvement qui s'est créé entre Copenhague, Bruxelles, Amsterdam à la fin des années 40, au début des années 50. Puis ensuite, ils sont rentrés en France puisqu'il a été appelé le point noir de Cobra. Et il a été effacé de l'histoire de Cobra. Et il est venu en France, et après ça, donc avec sa femme et leur fils, ils se sont totalement isolés en France. Et donc c'est typiquement le cas d'un artiste qui a été perdu pour l'Afrique du Sud parce que, évidemment, il est retourné dans les années 90 après la fin de l'apartheid pour une exposition en hommage à son parcours. Mais fondamentalement, on peut plus le relier exclusivement à l'Afrique du Sud, puisque c'est un artiste qui s'est pensé dans l'exil et qui a produit une œuvre de l'exil d'ailleurs.
Et d'un autre côté, c'est un artiste qui, en France, ne fait pas partie de l'histoire de l'art en France. Donc pour moi, c'est cette histoire-là que je veux reprendre, mais non pas seulement pour justement la marginaliser, ce qui a été malheureusement un peu trop le cas de cette exposition qui était dans un tout petit espace qui s'appelle Zéro en plus, et qui n'a pas forcément eu la visibilité que j'espérais, parce que pour moi ces figures de l'invisibilité, mais aussi de l'invisible parce qu'ils ont été effacés, mais aussi parce que ce sont des pratiques qui ont fait de l'invisible une véritable position critique et politique. Ces artistes de l'invisible, en fait, viennent nous invitent véritablement à repenser tout notre rapport à l'histoire de l'art. Et donc, c'est ce travail qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore pu mener, mais que j'espère, voilà, à l'avenir, c'est la tâche qui nous incombe à notre génération, aux générations d'après. Il y a beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, ces figures-là, pour moi, il ne s'agit pas juste de faire du rattrapage, de présenter des artistes qui n'ont pas été montrés ou qui n'ont pas été visibilisés, mais c'est véritablement de comprendre que ces artistes-là, s'ils ont été invisibilisés, c'est qu'il y a une fonction à ça, et que cette fonction, aujourd'hui, va nous permettre de relire notre histoire. Donc vous voyez, bon, c'était très compliqué pour moi de travailler sur un artiste qui avait été invisible, parce qu'il y avait une partie de moi, en plus, qui était extrêmement... qui avait une pratique d'une discrétion totale et qui avait embrassé vraiment l'invisible comme un outil. Et donc, il y avait une partie de moi, quand je travaillais pour l'exposition, je me suis dit, mais je ne peux plus montrer ces œuvres. C'est comme si elles avaient été visibles un temps et puis, en fait, on ne pouvait plus les voir, quoi. Et puis, ça faisait partie presque de la pratique. Donc, ça a été un cheminement très long. Et puis finalement, voilà, j'ai réussi à trouver des outils. Bon, ça reste imparfait. Moi, je considère que ce qu'on fait dans notre métier, et c'est un peu dommage, parce que très souvent, c'est vrai que quand on va dans les musées, dans les institutions, on a l'impression que c'est pour apprendre des vérités. Moi, je trouve que bon, s'il y a l'art dans nos vies, c'est pour nous aider à poser des questions et à pas les résoudre. Et pour moi, une exposition, c'est ça aussi. C'est proposer une lecture, mais je n'ai pu commencer à travailler sur cet artiste qu'en me disant, bon, il y aura 100 000 autres expositions sur lui, sachant qu'il n'y en a jamais eu d'autres. Mais j'espère qu'à l'avenir, il y en aura d'autres, et que moi-même, peut-être, je serai capable de proposer autre chose. Mais en tout cas, j'ai essayé de proposer une déambulation et de réfléchir vraiment en termes aussi de scénographie à des dispositions qui permettaient véritablement d'avoir des dynamiques de l'écriture particulières. Donc le cercle était extrêmement important. C'est un artiste qui a très peu produit et qui a vraiment produit au nom d'une humanité essentielle, sachant que son vécu avait été un vécu d'addition, d'inhumanité. Et donc il a travaillé, je pense, à réconcilier le monde. Et donc cette figure du cercle était extrêmement importante. Donc c'était un peu la matrice de l'exposition. Et donc il y avait une ronde en fait de certaines simèses qui permettaient d'avoir cette dynamique. Et en même temps, il y avait évidemment des coins qui étaient beaucoup plus fragmentés et qui permettaient d'avoir cette lecture à différents niveaux. Donc je ne sais pas si les visiteurs ont ressenti ça, mais en tout cas, moi, c'est une réflexion que j'ai voulu mener. C'est juste pour vous indiquer qu'au-delà, voilà, de travailler sur des noms, sur des histoires, etc., je pense que pour moi, travailler sur ces histoires-là, c'est vraiment repenser l'ensemble des dispositifs, c'est repenser l'écriture. Comme vous le voyez, je vous dis tout ce travail qu'il y a à faire sur les mots, les termes qu'on utilise. Si un jour j'essaye de coécrire avec d'autres cette écriture de l'histoire de l'art moderne et contemporain africain, je pense que c'est pour moi une écriture qui passera beaucoup par la parole d'artistes aussi, parce que je passe beaucoup de temps avec les artistes à faire des entretiens qui sont très souvent, en fait, l'archive que j'ai, c'est dans des contextes où les preuves matérielles n'ont pas été gardées, que ce soit les œuvres, que ce soit par moments des archives, c'est la parole. Et donc pour moi, si je dois réfléchir à la production de cette histoire, c'est une histoire qui doit passer par la parole de l'artiste, et par des contextes aussi d'hospitalité, de convivialité. Donc c'est une écriture particulière. L'exposition, c'est aussi une nouvelle forme d'exposition à inventer.
Et véritablement, évidemment, la collection, c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui nous invitent à repenser à peu près toutes les modalités de notre travail, la manière dont on pense et on écrit l'histoire de l'art, la manière dont on montre l'histoire de l'art dans le cadre d'expositions et dans le cadre, évidemment, des collections. Voilà, la question de la danse était aussi importante puisque j'avais appelé l'expo I Shall Dance in a Different Society, qui était en fait un extrait d'un journal que j'ai retrouvé de l'artiste qui, quand il arrive en France, est emmené par un de ses amis au bal nègre et où il se sent très mal, et donc son ami lui dit mais viens danser, et il lui répond non, I shall dance in a different society, et donc voilà, c'était un peu un hommage à cette danse impossible. Et voilà, la ronde revenait ça. Excusez-moi, je suis intarissable sur cet artiste, donc je crois qu'il faut me couper très vite. Donc ça, c'est pour vous donner juste une vision, parce qu'il y avait... Donc c'est un artiste qui a produit très peu d'œuvres, donc l'expérience des œuvres était très importante. C'est pour ça qu'il y avait, comme vous le voyez, c'était vraiment une exposition très épurée. Mais à côté de ça, c'est un artiste qui a énormément écrit. Et ce qui était extraordinaire, parce que quand j'ai commencé à travailler sur lui, tout le monde m'a dit mais il n'y a rien, on a tout perdu, c'est un mythe. Donc tout le monde avait écrit sur lui, Okui, Salah Hassan, Simon, tout le monde. Et en même temps, il y avait rien. Et moi, je me suis retrouvée en fait à avoir accès à des millions d'archives. Je ne suis toujours pas sortie. Et donc j'avais, voilà, comme c'était un trésor évidemment intellectuel, politique, parce que c'est quelqu'un qui avait été formé dans le cercle de Mandela en fait avant de quitter l'Afrique du Sud. Donc il y avait une pensée politique extrêmement importante qui était marquée par le marxisme mais aussi par plein d'autres choses. Donc j'avais créé en fait une salle qui était presque comme un livre. Donc, vous voyez ici vaguement, c'était une sorte de chronologie, roman photo avec énormément de citations, d'extraits, j'ai des millions de lettres et de choses. Donc il y avait cet endroit où on était dans la parole et dans l'écriture, et puis ensuite l'exposition qui était dans ce silence. Pour moi, toute sa pratique était dans cette tension-là. Ça, c'était un projet plus contemporain, mais dans cette perspective non alignée. Alors, je tiens à préciser que l'expo n'était pas censée s'appeler China Africa, mais par moments, on est face aussi à des problèmes de politique institutionnelle où il faut simplifier les choses pour le public. Mais on avait choisi avec mon co-commissaire Youngma, qui était donc un commissaire... qui s'occupait de l'Asie du Sud-Est à nos côtés au Centre Pompidou, et on avait voulu choisir un extrait de poème qui parlait justement de cette solidarité de cette solidarité non alignée qui était un des points de départ de l'exposition. Et c'était donc de parler de la présence chinoise en Afrique, qui est évidemment une question très compliquée, mais l'idée aussi c'était là aussi toujours de faire cet effort de contextualisation historique à travers des artistes contemporains, mais qui nous ramenait véritablement au début de cette histoire, et notamment le fait que cette présence chinoise en Afrique remontait à beaucoup plus loin que ce qu'on ne croyait, et remontait surtout à un moment de grande amitié politique avec, là vous voyez qu'une partie du dispositif d'une artiste zambienne qui vit en Norvège, qui s'appelle Anawana Aloba, elle qui a travaillé sur la construction de la première ligne de chemin de fer en Zambie, qui avait été construite par les Chinois dans les années 60, ce qui explique d'ailleurs que le musée de Lusaka en Zambie est un musée qui a été construit par les Chinois dans les années 90, où les 3/4 du musée, c'est le nombre d'ouvriers chinois qui sont morts lors de la construction de ce pont. Et donc elle a produit un dispositif poétique absolument merveilleux. Bon, vous voyez malheureusement pas l'ampleur. Ici, donc François-Xavier Gebré, donc la Bamako, et puis d'autres... la piscine de Bamako, dont je vous ai raconté l'histoire, avec l'URSS, la transaction de l'Empire soviétique à la Chine, avec la piscine, et d'autres images, puisqu'il a beaucoup documenté aussi les constructions nord-coréennes et soviétiques en Afrique de l'Ouest. Et ici, donc, ce film absolument terrifiant et très drôle en même temps de Kiloanji Kahenda, qui est un artiste angolais et qui nous raconte une sorte de fiction à partir du musée d'histoire naturelle
de Luanda, où en fait un entrepreneur chinois vient essayer de séduire le conservateur du musée pour lui demander de lui vendre cette antilope pour sa boîte de nuit. Et donc voilà, c'est un film très amusant. Malheureusement, c'est une exposition qui a duré une semaine, qui a ouvert à la veille de la pandémie, mais qu'on espère, avec Anna Wana, pouvoir réinventer en Zambie au Musée national de Livingstone, puisqu'elle elle a un lieu... elle a un lieu là-bas, et donc voilà. Moi, c'est vrai que là aussi, puisque je parle de l'idéal et pas que de la réalité, tous les projets que j'essaye de faire, j'espère, je les pense toujours dans la possibilité de créer un dialogue sur le continent, qui n'est pas d'ailleurs une traduction exacte de... Enfin voilà, ce qu'on fait au Centre Pompidou, ça peut pas être ce qu'on présente ici ou ailleurs sur le continent, mais... Et d'ailleurs, c'est moi pas ce qui m'intéresse, mais par contre, de pouvoir repenser un sujet voilà, en écho avec un contexte particulier sur le continent, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Bon, ça c'était l'accrochage qui m'a permis, donc qui s'appelait Global Resistance, qui m'a permis de rendre compte d'une première étape de ces acquisitions qui ont été effectuées depuis 7 ans, donc c'était important pour moi. Donc beaucoup d'images dont je vous ai déjà parlé, ça c'est encore l'artiste angolais Kiloanji Kiahenda qui a travaillé sur là aussi cette histoire très très compliquée en Angola entre la guerre civile et l'histoire, enfin disons l'indépendance qui s'est suivie de la guerre civile et qui a fait qu'il y a une sorte de vide quant à l'écriture de l'histoire nationale en Angola. Donc, vous voyez souvent des statues, enfin des socles de statues à Luanda qui sont vides, puisqu'il y a un peu un embarras sur quelle histoire raconter. Parce que même l'histoire de l'indépendance n'est pas claire. Et donc, il a invité ses amis à venir se réapproprier ces socles. C'était bien avant la question du déboulonnage des statues qu'on voit en ce moment. Et voilà, c'est pour vous dire que bon, dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais surtout énormément de choses qu'on ne fait pas et sur lesquelles on travaille et qu'on espère. Et donc voilà, moi j'ai travaillé pendant 3 ans et demi sur un projet qui essayait d'explorer le rapport de Jean-Michel Basquiat avec l'Afrique et l'Atlantique noir, puisque Jean-Michel Basquiat a exposé à Abidjan en fait dans les années 80, en 86, avec les jeunes artistes ivoiriens dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Vohou-Vohou. Donc au moment où les Vohou-Vohou, donc ce premier mouvement d'histoire de l'art se crée à Abidjan, Jean-Michel Basquiat se retrouve à exposer avec eux, et sachant que ces jeunes Vohou avaient été formés par les Martiniquais dont je vous ai parlé aussi, donc c'était aussi une manière de ramener en fait ce lien à la Caraïbe et de relire sa propre pratique à travers aussi cette circulation entre Haïti où il n'a jamais été, Porto Rico où il a vécu, l'expérience évidemment d'être portoricain, haïtien, noir à New York. Donc c'était voilà, toute une réflexion sur cette circulation, sachant que un autre chapitre du projet, c'était aussi de parler de son amitié, parce qu'il y a toute une histoire. Donc il expose à Abidjan, puis il vient à Paris. Là, il rencontre un artiste ivoirien dont il a visité le village d'origine en Côte d'Ivoire, qui devient un de ses très bons amis à la fin de sa vie. Et en fait, Jean-Michel Basquiat meurt avec un billet pour Abidjan où il était censé retourner. Et donc voilà, il y avait aussi toute une histoire. Mais bon, je parle au passé parce que l'exposition en fait n'a pas eu lieu à cause de la pandémie et que je ne sais pas si elle pourra avoir lieu au Centre Pompidou, mais elle aura forcément lieu ailleurs. Donc là aussi, c'est un projet voilà, qui sera réalisé. J'ai aussi commencé une grande recherche sur, là aussi dans cette perspective panafricaine, sur la problématique du retour vers l'Afrique des artistes africains, américains et caribéens, mais d'un point de vue historique, c'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler, donc, notamment des Noirs américains qui
viennent se réinstaller en Afrique, etc. Mais c'est évidemment en fait quelque chose, un phénomène qui existe depuis longtemps. Le premier artiste à avoir eu une bourse, au-delà du fait que le panafricanisme lui-même est une idée américaine, est né à la fois aux États-Unis et dans la Caraïbe. Le premier artiste à avoir eu une bourse pour partir étudier et voir... travailler en Afrique, c'est John Biggers qui obtient une bourse de l'UNESCO au début des années 50. Et en fait, il y a énormément d'artistes qui ont entretenu un lien fréquent en fait, avec le continent et qui ont produit même des archives sur l'art contemporain africain qui ont été diffusées. Et donc les artistes ont été eux-mêmes en fait, les médiateurs d'une histoire du continent. Aux États-Unis. Il y a quelques expositions aux États-Unis, mais toujours sur des sujets beaucoup plus précis, puisque les États-Unis ont la chance d'avoir des musées d'université qui travaillent sur des sujets extrêmement précis. Et donc là, l'année prochaine, il y aura plusieurs projets qui ont trait à cette histoire qui vont avoir lieu dans plusieurs musées américains. Notamment mettant en valeur une collection africaine qui a été créée par des Américains et qui est conservée aujourd'hui à Nashville, aux États-Unis, qui s'appelle la Harman Foundation, qui a été une des premières fondations américaines à acheter de l'art contemporain africain historique, et d'autres expositions. Et voilà, il y a évidemment un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, qui serait de pouvoir... là aussi, raconter l'histoire des présences noires en France à partir donc, des années 50. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la présence noire américaine à Paris dans les années 20 et 30. Mais voilà, comme je vous le disais, je pense que c'est aussi notre rôle en France et à Paris, c'est de pouvoir montrer à quel point Paris a été le carrefour en fait d'une histoire avec une présence africaine-américaine, caribéenne, présence des pays francophones, mais aussi anglophones. Donc c'est un grand projet. C'est un grand projet qui, pour le moment, je ne sais pas s'il aura lieu, mais en tout cas voilà, c'est pour vous dire que tout ça nourrit beaucoup de mes recherches. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé, mais si vous avez des questions, je serais ravie de répondre. Merci beaucoup Alicia, c'était passionnant et très rafraîchissant aussi et agréable de t'entendre déconstruire à la fois l'historiographie, les termes, les mots, poser encore, et c'est nécessaire, ce devoir de déconstruire les mots qu'on utilise, en tout cas de les questionner. J'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu nous parles vraiment d'un point de vue très pratique de la manière dont on fait l'acquisition d'une œuvre dans un musée, c'est-à-dire toi tu vas repérer ou sélectionner un certain nombre d'œuvres que tu souhaiterais voir acquérir, et ensuite qu'est-ce qui se passe dans le musée? Oui, donc il y a plusieurs aspects. Donc il y a l'aspect des financements que j'ai un petit peu évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut savoir que en travaillant sur des sujets qui ne sont pas considérés comme le centre, si on n'arrive pas avec des financements, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que cet aspect mécénat, pour moi, a été très clé, en fait, au départ. C'est-à-dire de m'assurer que j'avais des fonds, en fait, qui seraient dédiés, en fait, à ces acquisitions, pour être sûr que ces acquisitions puissent passer. Ensuite, il y a... en fait, une acquisition, par exemple, pour un musée comme le Centre Pompidou, il y a plusieurs critères. Il y a effectivement l'importance historique d'une œuvre. Donc ça, je pense que vous l'avez compris, que la dimension historique et patrimoniale, elle est très très importante. C'est-à-dire pourquoi cet artiste est important dans l'histoire, pourquoi cette œuvre-là de cet artiste-là est important dans l'histoire et pour la collection du Centre Pompidou. Ça, c'est un peu l'exercice compliqué quand on travaille sur des artistes qui ont été moins représentés. Parce que, par exemple, du coup, moi, sur l'ancrage de ce qui existe déjà dans la collection, il y a pas souvent grand-chose. Mais d'un autre côté, comme on l'a dit aussi, il ne s'agit pas d'artistes, il s'agit d'artistes qui font très souvent aussi référence à une histoire de l'art mondial, occidental, et ça fait aussi partie de ces œuvres-là. Donc, il y a quand même des références qu'on peut convoquer.
Donc, je dirais l'importance historique, l'importance de l'œuvre. Et puis, bon, alors, normalement, pour juger de l'importance historique ou l'importance de l'œuvre, c'est, voilà, l'artiste a été représenté, voilà, a été dans quelles expositions et dans quelles collections de musées dans le monde. Voilà, est-ce qu'il a une histoire qui justifie effectivement d'être présent. Il y a un enjeu qui est aussi très très compliqué pour moi, c'est toute la partie normalement conservation, parce que c'est vrai que normalement il faut s'assurer que l'œuvre est conservée dans un état suffisant pour être préservée jusqu'à la fin des temps. Et c'est vrai que quand on travaille sur des œuvres et des artistes qui n'ont pas forcément été conservés dans les conditions les plus optimales, voilà, dans des contextes humides où il fait chaud, où il n'y a pas forcément de tradition de conservation, où il n'y a pas de galeries qui prennent en charge ça et des musées qui prennent en charge ça et qui forment des gens qui s'occupent de ça. Donc ça, c'est un enjeu un peu difficile, mais normalement, il y a cet aspect conservation. Est-ce que l'œuvre peut être conservée et préservée ? Et puis... Et puis voilà, et puis l'efficacité, évidemment. Ensuite, alors c'est une partie très très compliquée, subjective, c'est la question de l'importance de l'œuvre historiquement et plastiquement. C'est-à-dire l'œuvre, est-ce qu'elle est son efficacité en termes plastiques, en termes de par rapport à la démarche de l'artiste, etc. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, comme on a beaucoup moins de moyens qu'avant, on est quand même un des plus grands musées au monde, donc on devrait toujours se dire qu'on doit acheter l'œuvre parmi les œuvres les plus importantes des artistes, et que pour des questions de limitation aussi du budget, on n'est plus forcément capable de le faire. Donc, mais voilà, puisqu'on est dans l'idéal beaucoup ce matin, donc je vous parle un petit peu dans l'idéal. Et donc concrètement, il y a des instances de validation, c'est-à-dire que chaque conservateur, conservatrice prépare ses dossiers. Donc l'idée, c'est que normalement, on doit aller voir les œuvres avant, les œuvres qu'on acquiert, on doit vérifier leur état, vérifier donc toute cette documentation, créer donc un dossier pour l'œuvre et ensuite le défendre au sein d'un comité qui s'appelle le comité des conservateurs. C'est d'abord un comité en interne parmi nos collègues où chacun vient avec ses propositions et défend donc le contexte de l'œuvre, pourquoi cet artiste, pourquoi cette œuvre, l'état de l'œuvre. Et puis ensuite, il y a une décision qui est prise et qui nous permet de porter ou non plus avant le projet d'acquisition. Donc c'est souvent très long. Voilà. C'est des processus très lents. Vous avez des questions ? Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis Mouna Jmal, l'artiste visuelle donc tunisienne. Je voudrais savoir la place des artistes nord-africains, parce que souvent, quand on parle d'Afrique, c'est en général l'Afrique subsaharienne et l'Afrique, Nord-Afrique. On a du mal à nous placer en Afrique ou ailleurs. Donc, par rapport à la collection du musée de Centre Pompidou, quelle est la place réservée aux artistes Merci beaucoup. Merci. Donc oui, je ne sais pas si vous étiez là au tout début de ma présentation. Peut-être, voilà, ouais. J'ai raté le tout début. C'est ça, parce que j'ai voulu justement préciser ce point, parce qu'effectivement, c'est un peu la complexité, comme vous le dites, c'est que dans certains, enfin, je sais, dans beaucoup de musées, il me semble, l'Afrique du Nord est plutôt rattachée au Moyen-Orient. Et c'est vrai que nous, au sein du musée, la manière dont les choses sont réparties, c'est le cas chez nous aussi. Donc c'est Christine Massel qui s'occupe au Centre Pompidou du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et donc, voilà, qui prend en charge cette... Voilà. Simplement, comme je le disais aussi, pour moi, étant donné mon approche et ma recherche qui est vraiment à l'échelle continentale et dans cette réflexion panafricaine, c'est impossible pour moi de ne pas considérer l'Afrique du Nord, et c'est pour ça que je suis ici. Et donc,
Donc voilà, mais c'est ce que je disais aussi, c'est que l'initiative de la Fondation 32 bis est très importante, parce que je pense que, et même pour en parler à des amis en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a une histoire qui n'est pas forcément réglée aussi en termes de, voilà, est-ce que, on en parlait avec Jamel hier, c'est-à-dire entendre des Tunisiens qui me disent mais moi je me sens complètement africain, je suis pas, je pense que des amis au Mali ou au Sénégal, je pense que ce serait important qu'ils l'entendent, parce qu'il y a aussi des malentendus peut-être qui existent, mais en tout cas évidemment pour moi c'est très important. Donc c'est vrai que j'y arrive, ma recherche me mène petit à petit aux choses. Donc c'est vrai que j'ai été beaucoup en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, et ça y est, maintenant je sens, justement parce que je sens qu'il y a un moment panafricain qui est en train de se préparer aussi, avec une dynamique extraordinaire sur le continent, avec le fait aussi que il y a 20 ou 30 ans, des artistes, Abdoulaye est exceptionnel parce qu'il est resté, il y a beaucoup d'artistes qui réussissaient dans le monde de l'art, qui en fait quittaient le continent. Et aujourd'hui, vous voyez quelqu'un comme Ibrahim, il voyage beaucoup, mais enfin, il est vissé sur son lieu. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se préparer sur le continent, qui est vraiment exceptionnel, et de voir que voilà, toutes ces dynamiques sont en train de reprendre forme. Et donc voilà, donc moi je suis très très désireuse d'inscrire évidemment l'Afrique du Nord dans cette réflexion. Simplement après, voilà, il y a des limitations en termes du fonctionnement institutionnel sur comment aborder les choses. Bonjour. Je voudrais juste revenir sur un des premiers points que vous avez évoqué, sur le fait que vous partiez de la France et de Paris pour raconter peut-être une histoire possible des liens entre la France et l'Afrique. Et puis, parce que j'ai pas su déceler ça dans votre présentation après. Du coup, je voudrais juste en savoir plus sur quelle est la démarche en fait derrière ça. Oui, en fait, donc l'idée, ça n'est pas de partir que d'un endroit, comme vous l'avez pas compris, mais l'enjeu, c'est de pouvoir vraiment partir de l'histoire de l'art qui s'est écrite ici, d'un côté, c'est absolument essentiel, mais aussi de rendre compte de la manière dont Paris et la France a été en fait un point de passage de cette histoire-là. C'est-à-dire que justement, l'idée, c'est de pas affirmer un point de vue qui consiste à dire c'est un point de vue. D'abord, un point de vue de Paris, c'est pas un point de vue français. Hein. C'est-à-dire que Paris, là, c'est pas une réflexion sur l'identité française. C'est vraiment de considérer Paris comme un point, comme un point de passage, un point de rencontre, un carrefour. Parce que Paris a été ce carrefour-là. Donc d'un côté, il y a ça, et de voir, c'est une histoire qui circule en fait. Il y a des allers-retours du continent vers Paris, vers Londres, vers d'ailleurs d'autres pôles. Mais disons que Paris a joué un rôle particulier. Et étant à Paris, il me semble très important de pouvoir prendre en charge cette dimension-là, mais pas dans un sens exclusif. C'est pour ça que voilà, il y a aussi des démarches qui sont... Il y a les collections, il y a les expositions, tout ça, tous ces points de vue doivent être articulés à différents endroits. C'est pour ça que voilà, là, il y a ce projet autour de Paris Noir. Donc ça, ce sera un projet qui affirmera vraiment, du coup, les présences noires à Paris dans un certain temps donné. Dans les collections, comme vous l'avez vu, il y a des moments où il y a des artistes de la diaspora qui sont pour moi extrêmement importants et qui sont présents dans les acquisitions, dans cette pensée de la collection. Et à côté de ça, il y a énormément de dynamiques qui sont proprement
continentales qui sont aussi présentes. Donc c'est vraiment l'histoire de ces circulations, je dirais. C'est pas pour moi, c'est pas des dynamiques qui sont exclusives, qui sont exclusives. C'est une histoire qui s'écrit à différents endroits, à différents moments, et que voilà, des expositions ou des accrochages peuvent donner des accents sur voilà, le point de vue de Paris. À d'autres moments, on pourrait faire le point de vue de Dakar. Enfin, voilà. Mais il y a en fait une dynamique, une articulation à trouver. Mais il me semble que rendre compte de ce qu'a été Paris vis-à-vis de ces questions est un aspect évidemment essentiel à Paris. Ça me semble important de pouvoir travailler cet aspect-là. Est-ce qu'il y avait autre... Je voulais savoir comment vous travaillez avec les institutions dans le continent, que ce soit d'autres musées ou des galeries par rapport aux acquisitions ou par rapport aux expos. Je travaille très, très étroitement dans le sens où, avec les galeries, avec les artistes, avec les historiens, enfin, donc comme je passe beaucoup de temps sur le terrain, comme le disait Camille, c'est vraiment des relations très fortes et importantes et de long cours. Avec les institutions, alors les institutions sur le continent, c'est particulier quand même. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup où opérer. Et je dois dire qu'aujourd'hui, pour moi, les institutions, enfin, entre guillemets, qui sont les plus porteuses, c'est les initiatives comme celle d'Ibrahim. Enfin, il n'y en a pas beaucoup à son niveau. Mais disons qu'aujourd'hui, si je dois penser un lieu qui est en train de redéfinir ce que peut être une institution sur le continent, c'est ce qu'il est en train de bâtir. Avec un projet qui est en même temps un projet une œuvre, mais où il articule une certaine histoire aussi de l'histoire de l'art au Ghana, puisqu'il dédie une partie de son programme aux artistes modernistes ghanéens qui ont été oubliés. Il travaille collectivement avec son collectif de l'université de Kumasi, Black Star Lines. Il articule les jeunes générations et les générations plus anciennes. En même temps, il y a toute une dimension évidemment éducative et pédagogique. Il y a une réflexion aussi sur le contexte historique des bâtiments qu'il est en train d'investir. Donc pour moi, je dirais que c'est vraiment c'est le lieu où j'ai envie le plus de collaborer. J'ai mentionné aussi le lieu l'initiative d'Anawana Haloba, et donc là, en Zambie, c'est un lieu où j'aimerais bien travailler. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de lieux dont pour moi l'identité n'est pas très claire. Il y a des fondations qui sont en même temps des galeries. C'est pas évident en fait de se positionner par rapport à ça, je trouve, parce que c'est vrai que moi je travaille pour un musée public avec quand même au service d'un certain nombre des principes aussi de déontologie, etc. Donc c'est important pour moi d'être dans un lieu qui soit vraiment porté vers des questions d'éducation, de transmission du savoir et d'accessibilité. Donc je dirais que... Et en même temps, voilà, il y a les musées nationaux m'intéressent aussi beaucoup sur le continent. J'adorerais travailler avec le musée national d'Harare au Zimbabwe, qui est un des premiers musées qui a été créé dans les années 50. La Johannesburg Art Gallery à Johannesburg, où il y a un directeur incroyable, Kwesi Goulet, qui fait un travail extraordinaire. Ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, de collaborer avec ces institutions-là, il faut juste trouver tous les financements. Donc c'est une logique de long terme. Pour moi, ce serait vraiment important de réussir à peut-être même bâtir des collaborations sur le long terme pour que ces efforts qui sont quand même importants soient pérennes, soient en tout cas sur le long cours.
mais c'est des dynamiques qui demandent, en fait, tout ça demande du temps, de mettre en place toute cette... si on veut vraiment mettre en place une dynamique de collaboration et d'inscription, en fait, de relations, je pense que ça demande vraiment du temps. Aujourd'hui, ouais, ça m'intéresse, mais ça prend du temps. Ouais, je dirais que c'est des logiques un peu complexes. C'est des logiques un peu complexes. Mais les initiatives artistiques sur le continent, pour moi, sont exceptionnelles. Des initiatives comme ici aussi, voilà, c'est formidable. Donc, j'espère aussi que ce sera le début de quelque chose sur lequel nous, on peut réfléchir. En tout cas, moi, je suis toujours ouverte à développer des liens réciproques et un dialogue sur le continent. Merci. Je voulais savoir, en dehors des artistes qui ont marqué de l'histoire, est-ce que vous avez des projets qui sont des projets à l'égard des artistes qui n'ont pas encore d'histoire, soit des artistes jeunes, genre des projets jeunes à l'égard des artistes jeunes? À l'égard des artistes jeunes ? Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la partie historique, justement, parce que je sais que vous êtes des jeunes artistes. Mais comme je le disais, en fait, ce qui est assez fascinant dans ce travail d'approfondissement historique, c'est que très souvent, je l'ai dit en début de présentation, c'est des pratiques de jeunes artistes qui m'accompagnent dans ce travail d'excavation historique. Et par exemple, pour Mankoba, même le projet d'exposition est né parce que j'ai réalisé l'acquisition d'un jeune artiste sud-africain qui s'appelle Kemangwa Lehulere et qui avait réalisé en fait un film à partir d'un entretien qui avait été réalisé entre Ernest Mankoba et Hans Ulrich Obrist et dont il avait produit un film, une œuvre à partir de ça. Et c'est en faisant cette acquisition que j'ai découvert qu'il y avait un projet d'exposition sur la femme d'Ernest Mankoba qui était prévu au Centre Pompidou. Et donc, j'ai pu ensuite ramener ce projet. Et à ce moment-là, je ne pensais même pas que j'allais pouvoir travailler sur Ernest Mankoba. Et d'ailleurs, un aspect que je n'ai pas du tout mentionné dans l'exposition que j'ai réalisée, c'est que c'était vraiment un projet en fait en collaboration avec une plus jeune génération d'artistes. Donc il y avait cet artiste sud-africain bien sûr qui était à l'initiative du projet, mais aussi Myriam Mindou que vous avez vu, mais aussi Chloé Kenom qui est une artiste franco-béninoise qui vit à Paris. Qui avait d'autres Kitsoline Leliot qui est une artiste sud-africaine dont vous avez vu elle a réalisé en fait une performance dansée, il y avait une image que je vous ai montrée. Mo Laudi qui est un artiste sonore qui a réalisé aussi donc une production sonore dans le cadre de l'exposition. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la dimension intergénérationnelle qui m'intéresse. Et c'est de voir comment justement il y a un dialogue possible entre les générations. Et encore une fois, très souvent, c'est les jeunes artistes qui font ce travail de nous ramener vers l'histoire. Et puis, bon, bien sûr, de toute façon... c'est vrai que dans un musée, et puis il y a différents types de lieux, hein, il y a différents types de musées, il y a différents types de collections. Moi, c'est vrai que je vous ai parlé du contexte dans lequel je travaille, qui est un grand musée national à dimension internationale, dans lequel il y a une histoire qui a été très longtemps oubliée, et c'est un musée dont les collections démarrent très tôt. Donc c'est vrai qu'il y a un accent à mettre sur cette profondeur historique dont j'ai beaucoup parlé, mais il y a énormément de musées dont les collections sont beaucoup plus récentes. Il y a des voilà, donc où effectivement, je pense qu'on ne faut pas oublier qu'on est une chose dans un grand système, et que ce qui est important, c'est que chacun joue son rôle à sa place.
Et puis, moi aussi, dans le travail que je fais avec avec les jeunes artistes, il y a aussi d'autres formats que les acquisitions, par exemple. Donc, il y a des expositions. On a aussi, au sein de notre service, on a un programme de cinéma. Enfin, on montre tous les mois des programmes vidéo de jeunes artistes vidéastes. Enfin, pas jeunes forcément d'ailleurs, mais en tout cas, disons que je peux aussi faire des actions qui sont beaucoup plus légères. Il y a des programmes de conférences, des performances. Enfin, donc il y a une manière aussi d'être, évidemment, d'associer aussi des jeunes artistes, même dans un lieu comme le Centre Pompidou, qui jouent à différents endroits. Mais c'est évidemment, c'est évidemment je dirais presque par la jeune génération qu'en fait je travaille sur l'histoire. Puis il ne faut pas oublier qu'en fait l'histoire de l'art ou cette histoire politique ou cette histoire qui est évidemment ancrée dans des contextes particuliers, les jeunes artistes portent aussi ces contextes-là. Donc l'histoire, elle continue. Donc même un artiste qui n'a pas fait 150 expositions en fait on peut rencontrer quelqu'un de très jeune qui continue une histoire en fait. C'est évidemment pas que le CV qui va déterminer l'importance de la pratique. Avec l'idée que vraiment, véritablement, comme vous l'avez compris, moi, je travaille avec un angle particulier qui est celui que j'ai développé à partir de mon espace de travail. Le jour où je change de lieu, si je change de ville, si je change de typologie de musée, mon discours aussi et mon approche va s'adapter. Donc, je dirais que c'est... Voilà, c'est... Tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez aussi sur le lien entre les artistes africains et l'Europe de l'Est. Mm-hmm. Que vous pourriez nous parler un tout petit peu? Est-ce que c'est dans un contexte politique précis ou est-ce qu'il y a des liens de sujets entre eux? Des liens de sujets qui parlent du même sujet ou soit c'est un... Oui, c'est plutôt lié à l'histoire politique, notamment l'histoire du bloc communiste dans les années 60-70. Toujours, parce que comme vous l'avez compris, le moment des émancipations, donc 60-70, c'est un peu la matrice intellectuelle du travail. Et donc, ça me permet de travailler à la fois sur l'histoire panafricaine, mais aussi sur cette histoire non alignée, notamment dans l'espace de l'ancien bloc socialiste. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé des liens Chine-Afrique qui ont été faits à travers des artistes contemporains dans cette exposition, mais aussi, donc, je mène une recherche sur l'Europe de l'Est, sur ces liens entre l'Afrique et l'Europe de l'Est, qui pour le moment n'a pas eu de concrétisation, de forme concrète. Mais justement, avec Ibrahim, que vous avez vu la semaine dernière, on réfléchit parce il va s'occuper d'une manifestation en Slovénie de la Biennale d'art graphique de Ljubljana, où il va travailler sur les liens entre l'ex-Yougoslavie et l'Afrique. Et nous, j'aimerais, avec ma coéquipière qui est commissaire en Lettonie, on va essayer de travailler, nous, à deux projets qui vont venir interroger ce lien entre l'ex-URSS, l'ex-Yougoslavie et l'Afrique. Et on va essayer peut-être de joindre nos efforts pour proposer une première réflexion. Donc pour le moment, c'est beaucoup à l'état de la recherche, cet aspect de mon travail. Mais comme je circule beaucoup entre ces deux régions, j'essaye toujours ça va jusqu'à... ça passe par exemple, donc, au Ghana, quand je rencontre... des vieux artistes modernistes. Je vais regarder ceux particulièrement qui ont été en Europe de l'Est. Donc, par exemple, il y a un artiste que j'avais rencontré à Koumassi
qui avaient été formés en Bulgarie. Donc voilà, j'essaye toujours d'avoir ce prisme en tête pour en fait accumuler une manne de travail pour me permettre ensuite de formuler les choses. Mais ça va se traduire dans des projets. Mais c'est vraiment un peu un projet de longue haleine. Parce qu'il me semble que voilà, c'est toujours dans ce même esprit de revenir sur une histoire qui ne passe pas seulement par l'histoire coloniale. C'est-à-dire que l'histoire post-coloniale, c'est une histoire qui fait qu'on a encore des rapports entre pays colonisateurs et ex-pays colonisés, mais c'est aussi une histoire où les ex-pays colonisés essayent de bâtir des réseaux de solidarité en dehors de l'Occident. Ça, c'est un aspect qui m'intéresse énormément. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que je travaille. Et le bloc communiste, en fait, l'ex-bloc socialiste, a été complètement effacé de l'histoire, parce que c'est une histoire qui a été très compliquée et tragique à bien des endroits, mais en fait qui était idéologique aussi. Donc il ne s'agit pas de romantiser cette histoire-là, mais il y a eu des circulations concrètes, il y a eu des solidarités, mais aussi à l'échelle des individus, il y a eu des mobilités, il y a eu des histoires qui se sont créées. Aujourd'hui, si elles ne sont pas documentées ou racontées d'une manière ou d'une autre, vont se perdre. Parce que, au-delà, effectivement, de savoir que Tito est venu en Zambie, voilà, de ces déplacements officiels qu'on connaît de l'histoire officielle, tout cet aspect qui a été de la société civile, tous ces étudiants africains qui ont été envoyés pour étudier le cinéma, mais aussi la médecine, mais aussi voilà, pour devenir ingénieur. En fait, c'est des histoires humaines aussi qui sont extrêmement importantes, et de rencontres de rencontres culturelles et de rencontres politiques qui, à mon avis, méritent de trouver une place, puisqu'elles ont existé, et elles parlent de solidarité qui aujourd'hui sont absentes de l'histoire des institutions. Enfin, je ne sais pas si je réponds. Oui. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que, en fait, ce sujet entre les relations africaines et ex-bloc soviétique, c'est un sujet assez à la mode en ce moment. Et je trouve que des fois, ça manque un peu de nuance, parce que je trouve que c'est une histoire qui est absolument indissociable de l'Occident, l'histoire de l'Occident, en fait. Et l'histoire du colonialisme, enfin, la colonisation française et tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est un contexte de guerre froide, et le propre de la guerre froide, c'était d'aller mener des batailles en dehors du sol occidental et ex-soviétique. Donc on allait chercher d'autres terrains de jeu, enfin de bataille, jeu, comme on veut appeler, dont l'Afrique, par exemple. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est une histoire très romantisée, et certes, il y a eu des alliances magnifiques, il y a eu beaucoup de solidarité, mais c'était des enjeux politiques. Donc en fait, l'ex-bloc soviétique qui décide d'aller étendre, qui décide de développer la culture en Afrique, c'est comprendre l'ex-bloc soviétique qui décide d'étendre le communisme par des biais. Ouais. Donc, en fait, le truc, c'est que les pays africains n'ont pas acquis leur indépendance au moment où elle a été proclamée à la fin des années 50, 60, des fois début 70, et que la colonisation, elle a continué sous une autre forme, et elle continue toujours sous une autre forme aujourd'hui encore. À l'époque, cette forme, c'était comment est-ce qu'on va aller mettre d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la terminologie de tiers-monde est née. Donc, en fait, on était littéralement en train de se battre dans un monde tierce. Donc, en fait, je pense suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il est intéressant de s'accrocher un petit peu au rôle que l'Occident, la France, l'Angleterre, les États-Unis ont joué là-dedans, et de continuer à, enfin, ou en tout cas, je ne sais pas si on continue, mais,
d'être dans la nuance, en fait, de faire attention à ne pas... c'est pas une histoire très jolie, en fait. C'est une histoire qui est très compliquée, qui a fait beaucoup de mal. C'est une histoire de violence aussi. Et aussi, en fait, de ces artistes ressortissants, parce qu'en ce moment, il y a un gros travail d'archives. Moi, je suis pas je suis pas au courant de ce qui se passe dans le reste de l'Afrique, mais en tout cas, l'école de Casablanca est le sujet de grosses recherches internationales et tout ça. Il y a des questions à se poser là-dedans aussi. Où sont les femmes ? Il n'y en a pas à l'école de Casablanca. Pourquoi ? Malika Aguesnay. Oui, mais par rapport proportionnellement au nombre de personnes qui ont été impliquées. Et puis il y a aussi une sélection qui peut être remise en question. On peut remettre en question certains artistes qui ont fait partie de l'école de Casablanca pour des raisons diverses. Ça peut aussi avoir avec le parcours qu'ils ont développé après. C'est-à-dire aujourd'hui, leur activité... qu'est-ce qu'elle dit, du coup, de leur implication dans ce gros projet, dans ce grand projet pédagogique, artistique, solidaire et tout ça. Donc, je pense que maintenant qu'on a fait un travail de recensement, il est temps de faire un travail critique et que chacun, comme vous disiez tout à l'heure, reste à sa place. C'est-à-dire que c'est bien aussi d'adopter le point de vue de qu'est-ce que, en fait, de quelqu'un qui est en Pologne, qui est en Estonie, qui est en Russie, et puis qu'est-ce que le point de vue de quelqu'un qui est en France aussi, et quel est celui de quelqu'un qui est en Afrique du Nord ou dans le reste de l'Afrique, pour essayer en fait, ne pas essayer de raconter une histoire parce qu'elle n'existe pas, l'histoire n'existe pas. En fait, c'est des histoires. Oui, tout à fait. Mais du coup, pour raconter ces histoires, il faut que chacun reste à sa place, en fait. Bien sûr. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est extrêmement intéressant tes commentaires sur cette histoire transnationale et non alignée, et effectivement de ne pas tomber dans le piège de la romantisation et de ne pas considérer aussi que c'est une histoire qui n'a pas à voir avec le monde colonial, parce qu'elle a à voir à la fois avec les puissances coloniales et aussi avec une certaine attitude coloniale de certains pays socialistes, en particulier l'URSS et la Yougoslavie. Donc tu as entièrement raison. Et puis sur cette question des positions, absolument, je pense que c'est effectivement tout l'enjeu de ce travail. Et c'est là aussi où c'est quelque chose qui, du point de vue institutionnel, pose problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est des histoires qui sont tellement complexes et qui sont riches par leur complexité, même si elles sont difficiles, qui nécessitent vraiment des travails de collaboration absolue. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait tous les points de vue. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre dans les institutions. Et c'est pour moi une des questions les plus problématiques de la construction institutionnelle, et peut-être de la difficulté en particulier en France à considérer qu'effectivement on doit écrire on ne peut que coécrire ces histoires. Mais voilà, je pense que le monde anglo-saxon est beaucoup plus avancé sur ces questions. Et puis je pense aussi qu'il faut, enfin moi, dans la manière dont j'essaye d'envisager ma position ou les choses, je me dis aussi qu'il y a effectivement ce qui définit mon action au Centre Pompidou, mais j'estime aussi que voilà, on peut aussi se construire en dehors des rôles professionnels officiels, c'est-à-dire que quand on travaille, quand on fait des recherches, et dans le cadre aussi de projets qui ne sont pas que... moi, je fais beaucoup de projets aussi en dehors de mon institution. Là, on a la possibilité de véritablement mettre en place une autre manière de faire. Et pour moi, c'est vraiment... c'est très, très important.
Donc je pense que tu as entièrement raison. Il faut pouvoir créer ces réseaux transnationaux avec l'ensemble de ces positions qui sont présentes et qui permettent véritablement de revenir sur cette histoire ou de la penser à partir d'aujourd'hui. La problématique des femmes, elle est essentielle. De toute façon, toute la question de l'écriture de l'histoire, une histoire qui est produite dans les années 60 par même la question de la domination de certaines figures de critiques ou d'historiens de l'art. Enfin, c'est des histoires sur lesquelles il faut pouvoir être très vigilant et pouvoir réinterroger en permanence. Mais effectivement, j'ai aussi entendu parler de ce qui était en train de se faire au niveau de l'école de Casablanca. Hier, il y avait aussi ce livre de cette chercheuse américaine sur ici, justement, la question du genre aussi par rapport aux arts décoratifs et textiles ici en Tunisie. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites pour avancer sur ces sujets. Mais comme on le voit, il y a encore beaucoup de travail à mener pour arriver à quelque chose qui se rapproche d'une vision critique de cette histoire, sachant qu'on n'est jamais au bout de ce qu'on peut produire et que effectivement chaque génération doit pouvoir aussi venir réinterroger les discours. Donc c'est un peu une histoire sans fin. Mais enfin, je suis d'accord avec toi que là, il serait temps de faire un point qui nous permettent quand même d'avoir un tout petit de pouvoir se sentir plus relié à quelque chose. De toute façon, cette histoire, elle est inexistante. Enfin, en tout cas, moi, je pense à l'histoire de l'art du continent à l'échelle globale, parce que voilà, ce qui est compliqué aussi, c'est que travailler sur des sujets très très spécifiques, et la problématique des femmes, elle est essentielle, mais voilà, l'histoire aussi plus globale, du continent, elle reste aussi en jachère. C'est un équilibre très compliqué à trouver entre les approches locales, nationales. Il y a la problématique aussi des écoles régionales, c'est encore autre chose. Casablanca, Tétouan, enfin il y a des pôles aussi qui sont très très différents dans l'histoire de l'art elle-même. Donc non, il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Mais on avance. Et puis vous allez y contribuer, j'en suis sûre aussi. J'espère que vous serez accompagnés par des chercheurs, des historiens, des critiques. Puis vous faites œuvre d'histoire. Moi, c'est quelque chose aussi que je trouve assez extraordinaire dans les pratiques que j'observe, c'est de voir que très souvent, dans des contextes où les choses n'ont pas été nécessairement archivées, non seulement vous produisez des archives, mais c'est des archives en plus qui sont critiques pour le coup. C'est des archives critiques qui proposent des vrais dispositifs qui ne sont pas enfermés juste dans des moments qui permettent vraiment de relire les choses. Donc ça, c'est important. On peut peut-être se rapprocher parce que je me sens en surplomb depuis tout à l'heure. Merci beaucoup et merci pour les questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et merci. Et puis vous reprendrez après en petit groupe. Merci beaucoup Alicia. Merci à toutes et à tous pour votre présence et vos questions. Et pour ce qui est des conversations publiques, on se retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent le 20 juillet à 15h avec Laetitia Catoire, qui était chez Christie's et qui est maintenant directrice d'une grande galerie à Londres et qui pourra nous donner un certain point de vue et faire part de son expérience aussi, à la fois sur la question du marché et aussi sur les bonnes pratiques, disons, entre artistes et galeristes. Et c'est un point important, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.